Ma belle-fille s'est moquée du cadeau que j'avais cousu pour ma petite fille. Ce qu'elle ignorait, c'était le vrai cadeau que j'avais acheté. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne. Pour soutenir mon travail, votre aide est très précieuse. Mes mains tremblaient en tenant l'emballage simple, décoré d'un ruban bleu délavé que j'avais trouvé au fond du tiroir. À l'intérieur, il y avait la robe que j'avais passée des semaines à coudre pour ma petite fille Camille. Chaque point de couture portait une histoire, un souvenir des moments où ma mère m'avait appris à broder, assise dans le vieux fauteuil à bascule de la véranda. La salle des fêtes n'était pas très grande, mais elle me paraissait immense à ce moment-là. Les voix des gens se mêlaient à la musique forte et je me sentais petite, déplacée, comme si je n'avais pas ma place. Mon fils, Thierry, m'a fait un signe de loin, mais il est vite retourné discuter avec ses amis, riant de quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Camille, avec ses petits yeux brillants et ses 8 ans tout juste fêtés, était entourée d'enfants de son âge, tous vêtus de vêtements à la mode que je ne saurais jamais choisir. Chloé, ma belle-fille, organisait tout avec son efficacité habituelle. Sa posture élégante et sa robe impeccable contrastaient avec mon ensemble simple de jupes et de chemisiers que je gardais pour les grandes occasions. Elle est passée devant moi comme si j'étais invisible, portant un plateau de petits fours sophistiqués qui n'avaient certainement pas été faits par des mains comme les miennes. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approchée de Camille quand est venu le moment des cadeaux. Mon cœur battait la chamade. En plus de la robe brodée, j'avais un autre cadeau caché à la maison, une tablette toute neuve que j'avais réussi à acheter en vendant la broche en or que maman m'avait laissée. C'était le seul bijou de valeur que j'avais, un héritage qui m'avait toujours réconforté dans les moments difficiles. Mais Camille parlait tellement de cette tablette et j'avais tellement envie de la voir heureuse. « Mamie, tu es venue ?» Camille a souri, mais ses yeux étaient déjà fixés sur la pile de cadeaux colorés sur la table. J'ai tendu mon paquet avec les mains encore tremblantes. C'est alors que tout s'est effondré. Chloé a pris le paquet des mains de Camille et, avec ses doigts aux ongles parfaitement vernis, a défait le nœud que j'avais arrangé avec tant de soin. Son sourire s'est transformé en une expression qui m'a transpercé l'âme. « Tiens, encore, un vieux chiffon qui va directement à la poubelle », a-t-elle dit, se tournant vers ses amies élégantes. Leurs rires ont résonné comme des coups de poignard dans ma poitrine. Camille a à peine regardé la robe. Elle l'a jetée de côté comme si c'était vraiment un chiffon quelconque, sans savoir que chaque broderie racontait une histoire de notre famille, de notre histoire. Sans comprendre que mes nuits blanches avaient été consacrées à créer quelque chose de spécial juste pour elle. Je suis restée paralysée, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Les voix et les rires autour de moi semblaient lointains, comme si j'étais plongée dans un cauchemar. Mes yeux me brûlaient, mais je n'ai pas laissé les larmes couler. Pas là, pas devant elle. Thierry était trop occupé à discuter avec les autres parents pour remarquer ce qui s'était passé. Ou peut-être qu'il l'avait remarqué et avait préféré faire semblant de ne rien voir, comme il le faisait toujours quand Chloé me traitait ainsi. Je suis partie de la fête plus tôt en disant que je ne me sentais pas bien. Personne n'a insisté pour que je reste. Sur le chemin du retour, en traversant les rues familières de mon quartier, j'ai pensé à la tablette rangée dans ma chambre. Elle resterait là, cachée, avec tant d'autres choses que j'avais avalées en silence au fil des années. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai regardé mes mains ridées. Ces mêmes mains qui ont bercé Thierry quand il était bébé, qui ont préparé des repas pour tant de déjeuners du dimanche, qui ont brodé tant d'histoires sur des tissus qui étaient maintenant considérés comme de vieux chiffons. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de différent naître dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une certitude silencieuse que quelque chose devait changer. Le lendemain, quand le téléphone a sonné et que Thierry m'a demandé si j'allais au déjeuner du dimanche, j'ai dit que j'avais mal au dos. C'était un mensonge, bien sûr. Mais il a accepté l'excuse sans poser de questions, comme il le faisait toujours. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée à regarder par la fenêtre, voyant la vie passer dans la rue animée. C'est alors que j'ai vu l'affiche collée sur le poteau devant ma maison. Elle annonçait des cours d'artisanat au centre social du quartier. Mes mains, qui gardaient encore la chaleur des larmes que j'avais essuyées la veille,
ont picoté d'une manière différente. À ce moment-là, je ne le savais pas. Mais cette affiche simple, un peu tordue sur le poteau, serait le début d'un changement que personne n'attendait. Surtout Chloé, qui pensait que les gens comme moi, avec leurs aiguilles et leurs fils, n'avaient plus leur place dans son monde moderne. Ce mardi matin, mes jambes tremblaient quand j'ai monté les marches du centre social. L'endroit était simple, avec des murs écaillés et des affiches fanées, mais il y avait quelque chose d'accueillant dans l'air. Peut-être était-ce l'odeur de café frais qui venait de la cuisine ou les voix douces qui s'échappaient sous les portes. « Madame Béatrice ?» Une voix grave et douce m'a appelée. C'était Arlette, la coordinatrice du projet. Ses 68 ans portaient une dignité qui m'a fait me sentir moins seule. Ses yeux avaient cette lueur de quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de choses dans la vie, mais qui n'a pas perdu sa capacité à sourire. « Les enfants arrivent dans quelques instants », a-t-elle dit, me guidant vers une salle remplie de tissus, colorés et de fils de toutes les couleurs. Ce sont des petits que la vie a malmenés trop tôt. Pendant que nous préparions le matériel, Arlette m'a parlé de chaque enfant. Léo, 7 ans, élevé seulement par sa grand-mère depuis que sa mère est partie. Marie, 9 ans, qui aidait à s'occuper de ses 3 jeunes frères et sœurs. Pierre, 12 ans, qui vendait des bonbons au feu rouge pour aider à la maison. Des histoires qui faisaient apparaître mes problèmes petits. Les semaines ont passé et chaque jour au centre social était un petit miracle. Les enfants, au début timides, ont commencé à m'appeler Mamie Béa. Leurs petits yeux brillaient quand je racontais les histoires derrière chaque point de broderie, chaque tradition de notre région. À la maison, le téléphone sonnait, moins. Thierry appelait de temps en temps, toujours pressé. « Maman, ça va ? Camille t'embrasse. » Des phrases rapides, sans profondeur, comme si j'étais juste une obligation sur sa liste de tâches. Je répondais que j'allais bien, même quand ce n'était pas le cas. C'était plus facile comme ça. Un après-midi particulièrement chaud, alors que j'apprenais à Marie à faire un point délicat, une femme élégante est entrée dans la salle. C'était une journaliste d'un magazine de décoration. Arlette avait invité la presse à faire connaître le projet, mais personne ne m'avait prévenu. « Madame Béatrice », la journaliste s'est approchée, enchantée par un couvre-lit que j'étais en train de terminer. « Ce travail est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Mes mains ridées ont lissé le tissu avec tendresse. « Chaque couleur a une signification », ai-je expliqué. Le rouge est la force de notre terre, le bleu sont les eaux qui nous nourrissent, le jaune est le soleil qui nous réchauffe. La journaliste a photographié chaque pièce, chaque enfant au travail, chaque sourire. Mais ce sont mes mots sur les traditions de la France, sur la façon dont chaque point gardait une histoire de résistance et d'amour qui ont semblé toucher son cœur. « Vous avez transformé la douleur en art », a-t-elle dit, tenant mes mains, calleuses entre les siennes. À ce moment-là, j'ai pensé à Chloé et à son mépris pour les vieux chiffons. Si elle savait que chaque pièce que je faisais portait des siècles d'histoire, l'article est sorti 1 mois plus tard. Une page entière consacrée au projet, avec des photos en couleur et une attention particulière à mon travail. Arlette était radieuse. « Béatrice, vous ne comprenez pas, cela va tout changer. » Mais je n'imaginais pas à quel point. Un jeudi ordinaire, Arlette est entrée dans la salle avec une lueur différente dans le regard. « Une agence de publicité veut commander des pièces de vous, des pièces exclusives, Béatrice. » Mon cœur s'est emballé. Agence de publicité, mais je ne fais que de l'artisanat simple. Simple? Arlette a ri. Vous avez une idée du trésor que vous gardez entre vos mains? La directrice de l'agence a vu l'article et a été enchantée. Elle veut faire toute une campagne basée sur votre travail. Ce soir-là, seule à la maison, j'ai regardé la tablette encore emballée, cachée au fond de l'armoire. J'ai pensé à Camille, à la façon dont elle avait à peine regardé la robe que j'avais faite avec tant d'amour. J'ai pensé à Chloé et à son sourire moqueur, à Thierry et à son silence complice. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Madame Béatrice, ici Valérie, de l'agence Momentum. Nous aimerions fixer un rendez-vous pour discuter d'un partenariat. » La voix à l'autre bout du fil était polie, professionnelle, différente des tons condescendants que j'avais l'habitude d'entendre. « Bien sûr, » ai-je répondu, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. « Quand vous le souhaitez. »
Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise sur ma chaise à coudre, à regarder le ciel par la fenêtre. Le soleil se couchait sur ma ville, peignant tout d'un doré doux qui me rappelait les broderies de ma mère. Le lendemain matin, en arrivant au centre social, Arlette m'a appelée dans un coin. Son visage était grave. « Béatrice, il y a une chose que vous devez savoir sur cette agence. » Elle a hésité, jouant avec le collier de perles qu'elle portait toujours. « Ma nièce y travaille, et elle m'a raconté quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. » Mon cœur a fait un bond. Ce qui allait suivre allait tout changer, mais je ne le savais pas encore. À ce moment-là, j'étais juste une dame de 73 ans, avec des mains calleuses à force de broder des histoires que personne ne semblait vouloir entendre. J'ignorais que le destin préparait sa propre tapisserie, entrelaçant des fils que je n'aurais jamais imaginé voir se rencontrer. Arlette a serré mes mains avec force quand elle me l'a dit. Sa nièce avait révélé que Chloé, ma belle-fille, travaillait à l'agence Momentum. Pas seulement ça, elle était la subordonnée directe de Valérie, la femme qui avait été enchantée par mon travail. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds pour la deuxième fois en quelques mois. « Mais il y a plus, Béatrice, » a continué Arlette, sa voix tremblant légèrement. « Votre belle-fille est désespérée d'avoir ce contrat. Il paraît qu'elle a besoin de cette campagne pour obtenir une promotion. » Je suis restée silencieuse, laissant cette information s'enfoncer dans ma poitrine comme une pierre lourde. Pendant un instant, je suis revenue à cette fête d'anniversaire, au son des rires moqueurs, à la robe jetée de côté comme si elle ne valait rien. « Vous n'êtes pas obligé d'accepter, » a dit Arlette doucement. « Personne ne vous jugera si... » « Je vais le faire, » ai-je interrompu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Je vais faire cette campagne. » Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongée dans le travail comme jamais auparavant. Mes mains, qui connaissaient tous les secrets des broderies traditionnelles françaises, ont créé des pièces qui mélangeaient l'ancien et le nouveau. Chaque point était une histoire, chaque couleur un souvenir. Les enfants du projet m'observaient fascinés, en particulier Marie, qui a commencé à apporter des chutes de tissu de la maison pour apprendre les points les plus difficiles. C'est lors d'un de ces après-midi de travail intense que j'ai reçu un appel inattendu de Thierry. Sa voix était différente, chargée d'une inquiétude qu'il essayait, sans succès, de cacher. « Maman, a-t-il hésité. Tu as vu Camille récemment ? » Non, mon fils. Cela fait presque 2 mois que je n'ai pas vu ma petite fille. Le poids de cette réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne va pas très bien, maman. Sa voix affaiblit. Les médecins ont découvert un problème. Elle a besoin d'un traitement, mais... Il n'a pas terminé la phrase, mais j'ai compris. L'argent manquait. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée à regarder la tablette encore emballée, cachée dans l'armoire, en pensant à la façon dont les choses changent. Le cadeau que j'avais acheté avec tant de sacrifices semblait maintenant si petit face aux vrais problèmes que ma famille rencontrait. La réunion à l'agence a été fixée à un lundi. J'ai mis mes plus beaux vêtements, un ensemble bleu, marine que je gardais pour les grandes occasions, et j'ai attaché mes cheveux blancs en un chignon simple. Dans le bus, j'ai serré contre moi la serviette avec mes échantillons de broderie, chaque pièce racontant une histoire différente. De notre pays. L'immeuble de l'agence était imposant, tout en verre et en acier. Je me suis sentie petite à nouveau, comme à cette fête d'anniversaire. Mais cette fois, quelque chose était différent. Mes mains ne tremblaient pas. La réceptionniste m'a conduite jusqu'à une salle de réunion où Valérie m'attendait déjà. C'était une femme élégante, d'une 40aine d'années, avec un sourire sincère qui m'a fait me détendre un peu. À ses côtés, 3 autres personnes de l'équipe créative, et puis, elle est entrée. Chloé semblait avoir vu un fantôme. Son visage, toujours si contrôlé, a perdu toute couleur quand elle m'a vue assise à la table de réunion. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde qui a semblé durer une éternité. « Madame Béatrice !» s'est exclamée Valérie, enthousiaste. « Quel honneur de enfin vous rencontrer personnellement. Chloé, vous connaissez notre nouveau talent ?» J'ai vu ma belle-fille déglutir avant de répondre. « Oui, elle est ma belle-mère. » Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb.
Valérie a regardé de l'une à l'autre, clairement surprise. Mais avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, j'ai ouvert ma serviette et j'ai commencé à montrer mon travail. Pendant 1 heure, j'ai parlé de chaque pièce, chaque technique, chaque histoire derrière les broderies. J'ai parlé des enfants du centre social, de la façon dont l'artisanat maintenait vivante la mémoire de notre peuple. Valérie et son équipe prenaient des notes frénétiquement, enchantées par chaque détail. Chloé est restée silencieuse, son visage un masque de professionnalisme qui tremblait occasionnellement. Quand je mentionnais une tradition familiale, j'ai remarqué que ses mains, toujours si fermes, tremblaient légèrement quand elle tenait les échantillons que j'avais passés sur la table. À la fin de la réunion, Valérie était radieuse. « Madame Béatrice, c'est exactement ce que nous recherchions. Nous voulons faire une campagne nationale avec vos pièces. Ce sera la plus grande campagne de l'année. » Pendant que tout le monde sortait de la salle, Chloé est restée en arrière. Nous sommes restés seuls, face à face, pour la première fois depuis la fête de Camille. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» a-t-elle demandé, sa voix presque un murmure. « Pourquoi devriez-vous le savoir ?» m'ai-je répondu, rangeant calmement mes échantillons dans la serviette. Je pensais que ce n'était que de vieux chiffons. Elle s'est assise lourdement sur une chaise, ses défenses s'effondrant finalement. « Vous ne comprenez pas. J'ai besoin de ce contrat. J'ai besoin de cette promotion. Thierry a perdu son emploi il y a 2 mois. Et Camille ?» Sa voix affaiblit, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans les yeux toujours si contrôlés de Chloé. Elle m'a raconté les dettes qui s'accumulaient, le traitement coûteux dont Camille avait besoin, la honte qu'elle avait de demander de l'aide. Je suis restée silencieuse, observant cette femme qui m'avait si longtemps traitée avec dédain exposer maintenant ses fragilités. J'ai pensé à Camille, ma petite fille, malade dans un hôpital. J'ai pensé à Thierry, probablement anéanti de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Arlette m'a dit que vous étiez impliquée, ai-je finalement révélé. Je le savais depuis le début. Chloé a levé les yeux, surprise. Et malgré ça, vous êtes venue ? Oui. Parce que contrairement à ce que vous pensez, Chloé, tout dans la vie ne tourne pas autour de vous. Je me suis levée, ajustant mon sac sur mon épaule. Sur le seuil de la porte, je me suis retournée une dernière fois. Demain, à 9h du matin, au centre social. Si vous voulez vraiment ce contrat, vous allez devoir apprendre certaines choses sur le respect et la tradition. Je suis sortie de la pièce, laissant Chloé encore assise, regardant les échantillons de broderie sur la table. À travers la vitre, j'ai vu son reflet passer la main sur l'un des tissus, ses doigts traçant les points que j'avais faits avec tant de soin. Dans le bus, en rentrant chez moi, j'ai regardé par la fenêtre le soleil se coucher sur ma ville. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, comme de petits points brillants sur une grande tapisserie sombre. J'ai pensé à la façon dont la vie brode parfois ses propres dessins, entrelaçant des fils que nous pensions être à jamais séparés. Ce soir-là, j'ai sorti la tablette de sa boîte pour la première fois. Pas pour la donner à Camille, ce n'était pas encore le moment, mais pour faire des recherches sur la maladie qu'elle affrontait. Les lettres sur l'écran brillaient comme de petites étoiles d'espoir. J'avais un plan, mais j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui m'avait toujours méprisé. La question était, Chloé serait-elle vraiment prête à changer ? 9h, pile, Chloé est apparue au centre social. Ses talons hauts claquaient sur le sol de ciment de manière hésitante, déplacée. Vêtue de son tailleur impeccable, elle ressemblait à un oiseau exotique qui s'était posé au mauvais endroit. Les enfants l'observaient avec curiosité, tandis qu'elle s'approchait de la table où je séparais des fils et des aiguilles. « Asseyez-vous », ai-je dit, sans lever les yeux de mon travail. « Il y a un tablier propre là-bas, sur le porte-manteau. » J'ai vu du coin de l'œil son expression de surprise. Elle s'attendait probablement à une salle de réunion, pas à un atelier rempli de chutes de tissus et d'enfants bruyants. Mais à ma grande surprise, elle a obéi. Elle a enlevé son blazer coûteux, a mis le tablier simple en coton et s'est assise à côté de moi. « Vous allez m'apprendre à broder ?» a-t-elle demandé, un soupçon d'incrédulité dans sa voix. « Non », ai-je répondu, la regardant enfin. « Je vais vous apprendre à voir. » Marie, la fillette de 9 ans qui était devenue mon apprentie la plus dévouée, s'est approchée timidement de notre table. « Madame Béatrice,
Je peux lui montrer le point que j'ai appris hier? J'ai acquiescé, observant attentivement la réaction de Chloé. Elle a regardé les mains petites et calleuses de Marie avec une expression que je n'ai pas réussi à déchiffrer. La fillette, avec l'innocence des enfants, a commencé à expliquer chaque mouvement de l'aiguille, avec une patience qui m'a rempli de fierté. « Vous voyez ce fil bleu ici ?» a pointé Marie. Madame Béatrice a dit que c'était la couleur du ciel quand le soleil tape dessus le matin. Chaque couleur a une histoire. J'ai vu quelque chose changer sur le visage de Chloé. C'était subtil, comme un rayon de soleil traversant une fente, mais c'était là. Ses mains, toujours si sûres lorsqu'elle tapait sur des ordinateurs coûteux, tremblaient maintenant en tenant l'aiguille que Marie lui offrait. Les heures ont passé comme de l'eau. Chloé a raté des points, s'est piqué les doigts, s'est frustrée. Mais elle n'a pas abandonné. Quand l'horloge a sonné midi, ses mains étaient sales de fil, et il y avait des taches sur sa robe coûteuse, mais ses yeux avaient une lueur différente. « Pourquoi vous ne m'avez jamais raconté ?» a-t-elle demandé pendant que nous rangions le matériel. Les histoires derrière chaque broderie. Vous n'avez jamais voulu écouter, ai-je répondu simplement. Vous étiez trop occupé à vous moquer de mes vieux chiffons. Elle a baissé les yeux et j'ai vu une larme tomber sur le tissu qu'elle tenait. Camille, elle a empiré hier. Les médecins veulent commencer un nouveau traitement, mais... Sa voix affaiblit. Combien ? ai-je demandé. Plus que ce que nous avons, a-t-elle murmuré. Beaucoup plus. Ce soir-là, après le départ de Chloé, je suis restée tard au centre social avec Arlette. Je lui ai raconté mon plan, l'argent du contrat avec l'agence, la façon dont j'avais l'intention d'utiliser une partie de cet argent pour le traitement de Camille. Mais Béatrice, Arlette m'a regardée, inquiète. Après tout ce qu'elle vous a fait subir ? Ce n'est pas pour elle, ai-je répondu, mes doigts traçant automatiquement les points sur un morceau de tissu. C'est pour Camille et pour moi. Aussi. Les jours suivants ont créé une nouvelle routine. Tous les matins, Chloé apparaissait au centre social. Peu à peu, les talons hauts ont été remplacés par des ballerines plus pratiques, le tailleur par des vêtements plus confortables. Ses mains, autrefois si protégées par des crèmes coûteuses, ont commencé à montrer de petites callosités d'aiguilles. Mais la véritable transformation se produisait en silence, dans les moments entre un point et un autre. J'ai vu comment elle a commencé à écouter les histoires des enfants, comment ses yeux se sont adoucis lorsque Marie a raconté l'histoire de sa grand-mère malade, comment ses mains ont tremblé lorsque Léo a montré fièrement un point bien fait. Un après-midi, pendant que nous travaillions côte à côte, elle a dit doucement « Cette robe, celle que j'ai traitée de vieux chiffon à la fête, elle avait une histoire aussi, n'est-ce pas ?» J'ai continué à broder, mais mon cœur s'est serré en repensant à ce souvenir. Chaque fleur sur cette robe représentait une génération de notre famille. La rose rouge était ma mère, le lys bleu ma grand-mère, la marguerite jaune était moi, et le bouton de jasmin. C'était Camille, a-t-elle complété, sa voix étranglée. Oui, ai-je répondu, un bouton encore fermé, attendant d'éclore. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres que nous avions déjà partagés. Il n'était pas lourd de ressentiment ou tendu de mots non dits. C'était un silence de compréhension. Cette même semaine, Valérie est apparue au centre social pour une réunion sur la campagne. Ses yeux se sont écarquillés en voyant Chloé assise parmi les enfants, apprenant à Marie à faire un nouveau point. « C'est inattendu », a-t-elle commenté, un sourire surpris sur le visage. En fait, Chloé s'est levée, s'essuyant les mains sur son tablier. Je pense que nous avons trouvé quelque chose de bien plus grand qu'une campagne publicitaire ici. Pendant la réunion, j'ai vu ma belle-fille présenter une proposition différente de tout ce que nous avions déjà discuté. Elle a parlé de créer une ligne de produits qui non seulement utiliserait les broderies traditionnelles, mais qui raconterait leurs histoires. Chaque pièce serait accompagnée d'un petit livre expliquant sa signification, la région d'où elle venait, les mains qui l'avaient créée. Et le plus important, a-t-elle continué, ses yeux brillants d'une manière que je n'avais jamais vue, une partie des bénéfices revient à des projets comme celui-ci pour maintenir notre culture vivante. Valérie était extasiée. C'est génial, Chloé. C'est exactement le type de proposition que nous recherchions. Quelque chose avec une âme, avec un but.
Quand tout le monde est sorti, nous sommes restés à nouveau seuls, Chloé et moi. Elle s'est approchée, hésitante, ses mains marquées par de petites coupures d'aiguilles. « La robe de Camille », a-t-elle dit doucement. « Vous l'avez toujours ?» J'ai acquiescé. Je l'ai gardée. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme pièce maîtresse de la campagne, pour raconter son histoire, notre histoire? J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais cette fois, je ne les ai pas retenus. J'ai regardé cette femme devant moi, si différente de celle qui s'était moquée de mon travail quelques mois auparavant, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu de l'espoir. « Demain, ai-je répondu. « Amenez. Camille demain ici. Il est temps pour elle de connaître son histoire aussi. » Chloé a souri, un sourire vrai qui a atteint ses yeux. Mais avant qu'elle ne parte, j'ai doucement pris son bras. « Il y a une chose que vous devez savoir, ai-je dit, à propos du traitement de Camille. » Ses yeux se sont remplis d'inquiétude, mais ce que j'avais à dire allait tout changer. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit ne serait que le début d'une transformation encore plus grande. Le lendemain matin, lorsque Camille est entrée au centre social, mon cœur a failli s'arrêter. Elle était plus maigre, plus pâle, mais ses yeux avaient toujours cette lueur spéciale qui me rappelait toujours ma mère. Chloé la guidait doucement, une main protectrice sur ses petites épaules. « Mamie ?» a demandé Camille, confuse en me voyant assise au milieu de tant de chutes colorées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai pris une vieille boîte que j'avais spécialement préparée pour ce moment. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait la robe qui avait causé tant de larmes quelques mois auparavant. Mais maintenant, elle n'était pas seule. « Viens ici, ma petite, » ai-je appelé, ouvrant la boîte. « Je veux te raconter une histoire, notre histoire. » Camille s'est approchée, curieuse. Chloé est restée immobile sur le seuil de la porte, ses mains serrant nerveusement le tablier qu'elle portait maintenant avec tant de naturel. Les autres enfants du projet, qui connaissaient déjà le pouvoir des histoires brodées, se sont approchés en silence. « Tu vois cette rose rouge ici ?» ai-je montré la première broderie sur la robe. « C'était la fleur préférée de ton arrière-grand-mère, ma mère. Elle disait toujours que le rouge était la couleur de la force, de l'amour qui n'abandonne pas. » Les petits doigts de Camille ont touché la fleur avec soin. Et ce lys bleu? Ah, celui-ci appartenait à ton arrière-arrière-grand-mère. Elle disait que le bleu était la couleur de la sagesse, des eaux profondes qui gardent les secrets. Anciens. Pendant 1 heure, j'ai raconté l'histoire de chaque fleur, de chaque point, de chaque couleur. Camille écoutait attentivement, ses yeux écarquillés, découvrant un nouveau monde dans chaque détail qu'elle avait ignoré auparavant. Marie, ma petite apprentie, ajoutait occasionnellement des détails techniques, fière de ses connaissances. « Et ce bouton de jasmin ?» a demandé Camille, touchant la plus petite fleur de la robe. « Celui-ci, » ai-je souri, échangeant un regard avec Chloé. « C'est toi, ma fleur, un bouton qui attend d'éclore. » C'est alors que j'ai sorti la tablette de la boîte. Elle était obsolète, oui, mais elle fonctionnait toujours parfaitement. « Je t'ai acheté ça le jour de ta fête, » ai-je expliqué. « J'ai vendu la broche en or de ton arrière-grand-mère pour avoir l'argent. » Camille a regardé la tablette, puis la robe, une lente compréhension surgissant sur son jeune visage. Chloé s'est approchée, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Mais ce n'est pas tout, » ai-je continué, sortant une enveloppe de la boîte. « Voici quelque chose de bien plus important. » J'ai tendu l'enveloppe à Chloé, qui l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des documents de la banque et un contrat avec l'agence. « La robe que vous pensiez ne valoir rien, » ai-je expliqué, ma voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de tomber, est devenue la pièce la plus vendue de la nouvelle collection. Et j'ai ouvert un compte d'épargne au nom de Camille, avec les revenus. Chloé a laissé tomber les papiers, ses mains couvrant sa bouche sous le choc. « Le traitement ?» a-t-elle murmuré. « Il est payé, » ai-je complété. « Tous les coups, jusqu'à la fin. Et il reste encore assez d'argent pour assurer ses études à l'avenir. » Le silence qui a suivi n'a été brisé que par le sanglot contenu de Chloé. Camille regardait de l'une à l'autre, ses yeux brillants d'un mélange de confusion et d'espoir. « Mais il y a une condition, »
ai-je ajouté, regardant directement ma belle-fille. Vous allez continuer à venir ici, pas par obligation, pas pour l'argent, mais pour apprendre et enseigner, pour maintenir notre histoire vivante. Chloé a acquiescé, incapable de parler. Camille s'est approchée de moi, ses bras maigres entourant mon cou dans une étreinte serrée. « Mamie, a-t-elle murmuré à mon oreille, tu m'apprends à broder ?» Les semaines suivantes ont apporté des changements que personne n'aurait pu prédire. Le projet du centre social a grandi, attirant l'attention nationale. Chloé, utilisant ses connaissances en publicité, a créé une plateforme en ligne où les histoires derrière chaque pièce pouvaient être partagées. Thierry, lorsqu'il a appris tout cela, est venu me voir. J'ai trouvé mon fils assis sur la véranda de la maison, les larmes aux yeux, me demandant pardon pour son silence pendant tant d'années. Ce n'a pas été une conversation facile, mais elle était nécessaire. Comme une broderie délicate, il faut parfois défaire d'anciens points pour créer de nouveaux motifs. Le traitement de Camille a bien progressé. Les après-midi où elle avait la force, elle s'asseyait à côté de moi au centre social, ses petites mains apprenant les mêmes points que ma mère m'avait enseignés tant d'années auparavant. Chloé, quant à elle, a surpris tout le monde par son talent pour le design, créant des motifs modernes qui se mariaient parfaitement avec les techniques traditionnelles. Valérie a été tellement impressionnée par les résultats qu'elle a étendu le projet à d'autres régions du pays. Aujourd'hui, des artisanes de toute la France partagent leurs histoires à travers leurs œuvres, chaque pièce portant un morceau de l'âme de celui qui l'a créée. Lors d'un après-midi particulièrement spécial, alors que j'observais Camille enseigner à Marie un nouveau point qu'elle venait d'apprendre, Chloé s'est assise à côté de moi. « Tu sais, Béatrice, a-t-elle dit doucement, ses mains occupées avec une broderie délicate. J'ai toujours pensé que le succès était de faire du bruit, d'attirer l'attention. Mais vous m'avez appris que les plus grandes révolutions se produisent en silence, point par point, histoire par histoire. » J'ai souri, observant nos mains, les siennes maintenant marquées par de petites callosités d'aiguilles, les miennes ridées par le temps. Si différentes et si semblables, toutes deux racontant la même histoire. La vraie valeur de quelque chose, ai-je répondu, ne réside pas dans son prix, mais dans les histoires qu'il porte. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai pris l'ancienne broche en or qui avait appartenu à ma mère. Je ne l'avais pas vendue, après tout. Certaines histoires ont besoin de temps pour être racontées de la bonne manière. Je l'ai rangée dans une boîte spéciale, avec une nouvelle robe que j'étais en train de broder, cette fois avec des fleurs totalement épanouies. La semaine suivante, Camille devait sortir de l'hôpital. Le médecin, souriant, a dit qu'il n'avait jamais vu une aussi belle guérison. Je savais que ce n'était pas seulement le traitement, c'était l'amour, brodé à chaque instant, dans chaque histoire partagée, dans chaque point donné avec tendresse. Et ainsi, assise sur ma vieille chaise à coudre, regardant le ciel, travers la fenêtre, j'ai réalisé que parfois, la vie est comme une grande broderie. Nous ne comprenons pas toujours le dessin qui se forme, mais chaque point, chaque couleur, chaque moment a son but. Et à la fin, quand nous prenons du recul et que nous regardons l'œuvre complète, nous voyons que même les lignes les plus sombres étaient nécessaires pour créer quelque chose de vraiment beau. « Mamie !» la voix de Camille m'a appelée depuis le salon. « Viens voir ce que j'ai brodé !» Je me suis levée, rangeant la broche dans sa boîte. Certains trésors ne sont pas faits d'or, mais de moments comme celui-ci, brodés avec amour sur le tissu précieux du temps. Et c'est, ai-je découvert, le type de richesse que personne ne peut acheter ou vendre. On ne peut que le créer, point par point, histoire par histoire, cœur à cœur.